les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces vieilles chansons qui tournent en rond, mais qui ne nous empêchent pas, à l'émission de chansons et de réflexion, d'avancer, de réfléchir aux enjeux que rencontre la population estrienne, la population québécoise, voire la population mondiale en ce 21e siècle sur toutes sortes de sujets. Alors, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire de la région estrienne, et j'ai nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5, une radio communautaire dont vous pouvez aussi nous écouter en direct ou consulter, reconsulter, réécouter l'ensemble de vos émissions favorites par l'entremise de notre site web situé au www.cflx.qc.ca où vous y trouverez notamment l'ensemble des podcasts des émissions qui sont à l'horaire de cette magnifique radio. Vous m'aurez peut-être reconnu, alors votre animateur préféré, le même mercredi sur deux, là, parce que j'ambitionne pas sur vos préférences dans les autres plages horaires de la semaine ou de la fin de semaine. Étienne Alexis, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif qui s'unissent pour produire pour vous l'émission de chansons et de réflexion. Une émission qui fait partie maintenant de nos rapports d'activité ou plans d'action depuis maintenant plusieurs années. On a franchi le cap des 4 ans, une émission qui nous permet aux deux organismes d'incarner un peu leur mission, à savoir de faire de l'éducation populaire autour de la langue française notamment, de la culture et de l'histoire nationale du Québec et bien évidemment de la défense des droits collectifs des Québécoises et des Québécois. Les droits collectifs, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais? Je sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du pacte relatif aux droits civils et humains 1972, ONU, Organisation des Nations Unies. C'est ce pacte qui reconnaît, entre autres, le droit à l'autodétermination des nations, c'est-à-dire qu'une nation, c'est-à-dire une collectivité d'individus qui se reconnaissent comme faisant partie d'une même nation, ont la capacité de décider de leur structure politique, économique, culturelle et autres. Et l'ensemble des droits collectifs sont issus de ce premier droit fondamental à l'autodétermination des peuples. Maintenant, on va pas vraiment jaser de politique aujourd'hui. Bien évidemment, lorsqu'on parle de politique, on parle de vivre ensemble. Hein? Le politique, finalement, c'est l'ensemble des règles, des lois et autres traditions et coutumes dont se dote une communauté d'individus pour que, dans le fond, on puisse fonctionner. Comme individu, on est des individus égoïstes, entre guillemets, qui devront répondre à des besoins primaires à tous les jours. Je pense à manger, à s'habiller, se loger. Et si on n'a pas de règles qui encadrent les interrelations entre ces dizaines, ces milliers, voire ces millions d'individus qui ont à collaborer ensemble, on pourrait se diriger vers une catastrophe. Donc, dès qu'on touche au vivre ensemble, on touche aux politiques. Alors, parler de la journée mondiale des abeilles a un volet politique, je vous l'annonce, alors que c'est de cette journée dont nous parlerons aujourd'hui en compagnie de Madame Carole Huppé, qui est propriétaire et fondatrice de la mielerie Lune de Miel. Elle viendra nous entretenir à propos de cette... non seulement de cette journée, mais aussi de l'importance qu'ont les abeilles et autres pollinisateurs de ce monde dans rien de moins que le cycle de la vie.
Alors, un mot sur la journée mondiale des abeilles. Chaque année, cette journée nous offre l'occasion de mieux faire connaître la contribution essentielle des abeilles et des autres pollinisateurs à la santé des êtres humains et de la planète, ainsi que des nombreux problèmes qui touchent aujourd'hui ces insectes. Nous célébrons cette journée depuis 2018 grâce aux efforts du gouvernement slovène qui, avec l'appui d'Api Mondia, soit l'organisation mondiale là, dédiée aux abeilles, là, j'imagine, puis ça commence par api, comme apiculteur et apicultrice. Ben, en fait, c'est le gouvernement a amené l'Assemblée générale des Nations unies à déclarer le 20 mai Journée mondiale des abeilles, c'est-à-dire aujourd'hui même. Cette date a été choisie car elle correspond à la naissance d'Anton Jansa, désolé pour la prononciation, qui est considéré comme le pionnier de l'apiculture moderne. Anton Jansa venait d'une famille d'apiculteurs et d'apicultrices vivant en Slovénie, où l'apiculture est depuis longtemps une activité agricole primordiale. De nos jours, les populations de pollinisateurs et de nombreux autres insectes sont de moins en moins abondantes. Ce qui est grave, on va en discuter. Cette journée nous donne l'occasion à tous et toutes, que nous représentions des gouvernements, des organisations ou simplement la société civile, voire même de rustres citoyens engagés, eh bien, ça nous incite à promouvoir les actions qui protégeront les pollinisateurs et leurs habitats, accroîtront leur abondance et leur diversité, et encourageront le développement durable de l'agriculture. Alors, après cette première mise en bouche, on va tout de suite aller en chanson et on a essayé de trouver des chansons, thématiques, là, avec cette émission. La première est une œuvre d'une chanteuse très connue du Québec, Madame Linda Lemay, et a pour titre « La lune et le miel ». Peut-être 14 ans, t'avais encore la tête velue. T'avais des clôtures plein les dents la première fois que je t'ai vue. Tu jouais encore avec ta fronde, je jouais encore à la marelle. Quand on s'est promis mer et monde, et puis la lune, et puis le miel. Tu as été mon premier homme et moi ta première pucelle. Et c'est sur la banquette arrière de la voiture de ton père que je priais Dieu pour qu'il me pardonne d'être déjà en train de faire ce qui pour moi ne pouvait être que de l'amour éternel. T'étais peut-être en train de jouir ou peut-être en train de muer quand tu m'as dit ça fait plaisir de savoir que l'on est le premier. Un peu jaloux, un peu conscient qu'aimer toujours, ça dure longtemps. Surtout quand on a 14 ans et qu'on a toute la vie devant. T'avais le crâne dégarni quand je t'ai vu il y a quelques jours. T'es déménagé près d'ici, t'as des clôtures dans ta cour. Tu jouais encore comme un gamin à faire le tour de ta maison, à faire le tour de ton jardin sur un petit tracteur à gazon. T'avais peut-être 34 ans et encore une bonne dose de charme. T'avais la garde de tes enfants, mais t'avais pas gardé ta femme. Moi j'étais plus ronde et plus blonde, sans aucun doute, un peu moins belle. Je n'avais connu ni mer, ni monde, ni
tristesse. T'étais peut-être en train de jouir ou peut-être en train de pleurer. Quand tu m'as dit ça ferait plaisir, savoir que je serai le dernier. Alors, vous aurez compris que c'est pas toujours évident de trouver des chansons qui portent exclusivement sur les abeilles ou le miel. Souvent, c'est évidemment des mots qui font référence à des insectes ou un aliment, mais qui sont plutôt utilisés comme métaphore. Mais c'est pas grave, on a du plaisir. Alors, je le disais en début d'entrevue, afin de parler de cette journée mondiale des abeilles, on a le bonheur de recevoir à l'émission une concitoyenne. Écoutez, je suis tellement heureux de la savoir à l'émission, alors que bien évidemment, comme élu de Stoke, j'ai été appelé à la rencontrer, puis j'ai évidemment appelé à travailler avec elle pour développer ou voire même maintenir les activités de son entreprise. Alors, Madame Huppé a commencé sa carrière avec les abeilles il a plus de 40 ans et en compagnie de son conjoint, Richard Côté, alors que ce dernier commence à suivre des cours en apiculture avancée. Il apprend à Madame Huppé, il et elle, je pense qu'ils ont appris ça sur le métier, comme on dit, en même temps, et tout ce qui concerne la vie des abeilles, en fait. Dès le début, elle approfondit ses connaissances sur les abeilles et les insectes pollinisateurs de manière générale. Elle met sur pied une nouvelle façon de faire les visites touristiques afin d'en faire connaître les abeilles, leur rôle dans la nature, afin que les gens les aiment davantage et veulent en soi davantage sensibilisés par rapport à leur protection, étant donné leur importance. L'agrotourisme était né. Madame Huppé, bonjour. Bonjour. D'abord, évidemment, Madame Huppé, permettez-moi, au nom de toute l'équipe de la Société nationale de droit collectif de la radio communautaire, voire même de la communauté de Stoke, que vous faites rayonner, évidemment, aujourd'hui. En fait, je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre invitation, alors que, on avait envie de parler d'une journée que moi-même, là, je connaissais pas, là, ou dont j'ignorais l'existence avant de préparer cette émission, soit la Journée mondiale des abeilles. Et comme on a une belle heure d'entrevue devant nous, on a du temps, hein? On n'est pas obligé de répondre dans des clips de 10 secondes, là, comme c'est le cas avec les médias traditionnels. Je me permets de vous poser quelques questions, là, comment dire, on dresse la table là, pour cette entrevue-là. D'abord, au bénéfice de nos auditeurs et auditrices, Madame Huppé, est-ce que vous accepteriez de nous présenter davantage la mielerie Lune de miel, depuis, par exemple, quand est-ce qu'elle existe, comment elle a évolué avec le temps, et par exemple, quels sont vos produits? On aimerait en connaître un peu plus sur la magnifique entreprise que vous avez développée en compagnie de votre conjoint au cours des dernières décennies. Oui, alors, comme vous disiez, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on existe. On a débuté l'entreprise de façon très, très modérée, comme on dit, doucement. Donc, mon conjoint Richard a toujours été un grand passionné de la nature et il a toujours eu comme réflexe de protéger les insectes, les abeilles, la nature, parce qu'il comprenait très bien l'importance pour nous les humains. Donc, il a commencé par suivre un cours en apiculture parce que les abeilles, ça le passionnait, puis il voulait découvrir comment ça fonctionnait, comment ça fait du miel, ça, des abeilles. Donc, il a suivi son cours, puis pour voir s'il aimait le métier d'apiculteur, il s'est acheté 10 ruches et il a travaillé ses abeilles à temps partiel tout l'été et il demeurait chez son père à Waterville qui avait une belle petite remise qui était en fait une ancienne cabine de motel. Oh. Alors, là, il a installé un petit extracteur, puis il dit, je vais produire mon miel dans cette petite cabine-là. Donc, la première année, évidemment, il travaille avec ses 10 ruches et il découvre qu'il adore beaucoup travailler avec les abeilles, décide d'augmenter le nombre de ruches à 50.
Et à 50 ruches, là, c'est un peu serré de produire le miel et extraire le miel dans la petite cabine de motel. Oui. Donc, et trouver des champs aussi pour 50 ruches, là, que c'est pas la même chose que pour 10 ruches. Exactement, vous avez raison. C'est sûr qu'à Watteville, il y avait des producteurs agricoles tout le tour, donc qui installaient ces ruches autour de Watteville. Et là, ben, il s'est dit, bon, ben, je veux en faire un métier à temps plein. Donc, il faut que je me trouve un endroit idéal. Et c'est là qu'on a commencé à regarder un petit peu partout. Et il a trouvé une magnifique place à Stoke, qui est tout près de Sherbrooke. On est à 3 kilomètres de l'hôpital CHU. Donc, c'était agricole. On achète le terrain. Il y avait une petite écurie, une grange. En fait, on installe le tout. On transforme l'écurie en une miellerie. Et là, on installe notre extracteur et nos 50 ruches. Et puis, évidemment, vous comprendrez que ça a augmenté assez rapidement à 100 ruches, 200 ruches et finalement à 400 ruches. Mais quand on s'est installé à Stoke, on s'est dit, on veut faire, oui, un endroit pour extraire le miel, mais on veut recevoir les gens chez nous pour leur expliquer comment ça se fait du miel, comment ça travaille les abeilles. Oui. Alors, vous savez, à l'époque, c'était, disons qu'on voyait pas ça souvent, puis même on nous disait que c'était un peu fou de vouloir faire une chose pareille, parce que être producteur et en même temps recevoir des clients, c'était pas deux choses qui allaient ensemble. Mais nous, on y croyait beaucoup, donc on a construit la miellerie, puis on s'est gardé un petit endroit là pour recevoir nos clients, nos visiteurs. Une forme de mini-musée du miel, là, parce que j'ai été il y a beaucoup à apprendre, là. Il y a même des visites guidées et autres, là. Oui, absolument. Donc, oui, déjà dans les premières années, on a commencé à recevoir. Au début, c'était les groupes. Des groupes de personnes âgées. C'était très à la mode à l'époque. Les gens se promenaient en autobus, faisaient des tours de ville à Sherbrooke, puis ils venaient nous visiter. Puis on recevait également les groupes scolaires. Alors oui, on a reçu beaucoup de groupes comme ça. Puis là, on a bien vu que les gens étaient très, très intéressés de découvrir les abeilles. Donc, on a amélioré avec les années, on a amélioré l'emplacement, nos visites. Donc, oui, avec le temps, on a développé un musée sur les abeilles, un musée unique, là, un centre d'interprétation. Et puis bon, on a amélioré avec les années. Puis, on a fabriqué un musée qui est spécial, c'est qu'on a reproduit l'intérieur d'une ruche grandeur humaine. Autrement dit, une ruche géante, les gens pouvaient visiter les abeilles. Donc, et avec cette nouveauté-là, ça nous a valu un prix touristique au niveau national. Wow! Alors, oui, alors vous comprendrez que ça nous a fait connaître, ça nous a apporté beaucoup de clientèle, beaucoup de visiteurs. Et par la suite, on a ouvert nos visites aux familles également, pas seulement qu'aux groupes. Alors, évidemment, avec le temps, ben là, l'espace était plus petit. On a grandi. On a grandi 2 fois. La première fois, ben, c'était pour notre production de miel. Ça prenait plus de place pour les ruches. Et ensuite, ben, on a fait une salle exprès pour nos visiteurs. On leur a donné plus de place, que ce soit plus confortable, avec air climatisé, le tout, là. Enfin, on a développé tout ça, et puis, évidemment, ça nous a apporté beaucoup de monde, des visiteurs, mais aussi des clients pour l'achat de miel. Autrement dit, Madame Huppé, on comprend que l'avenir appartient aux audacieux et aux audacieuses, à celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus. Je suis curieux. Je vous écoute, Madame Huppé. J'écoute aussi là, le parcours de votre conjoint. Puis, autrement dit, contrairement à de très nombreux métiers, je pense par exemple aux métiers liés au domaine public tels que l'enseignement, la médecine, les métiers liés aux soins de la santé. Le métier d'apiculteur, c'est pas un vrai, il y a pas vraiment de parcours dédié. Là, on devient, il y a, tu sais, comme défini où une personne va entamer ce parcours-là et nécessairement finir apicultrice là, ou apiculteur. On devient apiculteur un peu, comment dire, par hasard, par passion, mais c'est pas tracé d'avance là. C'est ce que je comprends. Là. Bon, première des choses. Pour devenir apiculteur, ben faut aimer beaucoup évidemment la nature, les insectes. Faut pas avoir peur des abeilles, faut pas avoir peur des piqûres.
parce que vous comprendrez très bien ils peuvent être très douces, mais on les dérange beaucoup, puis on se fait piquer à l'occasion, mais ça fait partie du métier. Ouais. Mais pour devenir apiculteur, je peux vous dire qu'il faut absolument suivre une formation. Il faut apprendre des cours. Ça se fait pas tout seul comme ça. Faut aimer ça, mais si on ne connaît pas comment travailler avec les abeilles, on ne réussira pas. Donc, il y a une vraie base théorique, là. On peut pas faire n'importe quoi. Là. Non, pas du tout. Ça prend vraiment une formation c'est un cours en apiculture. C'est une formation sur les abeilles. Faut les comprendre, mais il faut savoir comment les travailler. Il y a tellement de choses. Il y a des maladies, il y a des virus, il y a des parasites. Il y a beaucoup de choses à surveiller. Donc, il faut vraiment connaître tout ça. Là. C'est une formation qu'il faut suivre pour pouvoir faire l'apiculture, si vous voulez, de façon professionnelle, là, pour en vivre. Bien sûr. D'ailleurs, remarquez, peut-être que vos enfants qui, selon mes souvenirs, vous accompagnent dans l'entreprise, eux, leur parcours a été un peu plus tracé d'avance, si je peux dire. Là. Peut-être que ce n'est que temporaire, mais quand même, je trouvais très intéressant que vous ayez été en mesure de transmettre votre passion de votre métier d'apicultrice là à vos deux garçons, hein, si je ne m'abuse. Oui. Okay, oui, c'est ça, oui, évidemment, nos enfants ont grandi là-dedans. Eux, et c'est certains qui ont aimé les abeilles, ils savent comment les approcher, comment travailler avec elles. Donc, c'est sûr que j'ai mon garçon qui travaille avec nous à temps plein, qui s'occupe beaucoup des ruches, puis qui aide aussi à faire les visites guidées. J'ai eu une de mes filles également qui est avec nous assez régulièrement là, pour les visites. Donc oui, eux ont pris très, très jeunes. Je peux vous dire que à 3-4 ans déjà, ils allaient près des ruches puis ils s'amusaient avec des abeilles. Là. C'est assez particulier. Eux, ils n'avaient pas peur des piqûres. Non, je peux vous dire un petit secret ici là. Il y a des abeilles qui ne piquent pas, c'est-à-dire que dans la ruche, il y a des femelles et il y a des mâles. Oui. Et les mâles qu'on appelle faux-bourdons n'ont pas de dard, donc eux ne piquent pas. Et, évidemment, mes enfants étaient capables de les reconnaître et eux allaient près de la ruche, prenaient un faux-bourdon dans leurs mains puis jouaient avec ça là. Pour eux, c'était naturel. Quand même, hein? Et une dernière question sur votre entreprise, Madame Huppé, avant qu'on passe là, en guillemets, au menu principal là, qui concerne les abeilles et les pollinisateurs en tant que tels. Vous dites avoir été une des pionnières en matière d'agrotourisme. Vous avez même été récompensée au niveau national là, pour cette initiative. Comment dire... En quoi, pour vous, résumer simplement là pour nos auditeurs, auditrices, l'agrotourisme, c'est quoi? Et en quoi le fait de développer ce volet-là vous a permis de pérenniser, de renforcer la viabilité, la rentabilité de votre entreprise? Bon, l'agrotourisme, ça, c'est des producteurs agricoles qui veulent recevoir des gens chez eux pour leur expliquer leur métier. Pour leur expliquer comment on produit notre item le principal, comme nous, c'est le miel. Donc, nous, évidemment, au départ, c'était ça qu'on voulait faire. Donc, évidemment, on a reçu les gens chez nous, puis on leur a expliqué comment ça se faisait du miel. Comment c'est produit, ça, cette nourriture-là qu'on retrouve sur notre table. Là. Alors, on leur explique comment que nous, on travaille, comment que les abeilles le produisent, parce que très peu de gens savent comment une abeille fait pour faire le miel et pourquoi elle le fait. Hein, vous savez qu'en partant, l'abeille fait du miel, là, c'est pour se nourrir. Oui. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, là. Et nous, c'est sûr qu'on sait comment s'en occuper, en prendre, puis il faut leur en laisser aussi pour qu'elles puissent se nourrir. Donc, nous, évidemment, l'agrotourisme, c'est ça, c'est de recevoir les gens, leur expliquer comment ça fonctionne, les abeilles, comment nous, on travaille là-dedans, comment on extrait le miel, comment on le conserve. Donc, c'est vraiment ça, l'agrotourisme. C'est expliquer notre métier, expliquer comment le produit est fait. Et nous, bien évidemment, en recevant des visiteurs régulièrement, en offrant les visites guidées, ben c'est sûr qu'on a fait connaître notre produit, on s'est fait connaître et évidemment, on s'est attiré une bonne clientèle. Les gens ont compris comment qu'on fabriquait notre produit, que notre produit était pur, était naturel, 100% pur. Donc, ces gens-là ont goûté aussi, on fait goûter notre miel quand les gens viennent nous visiter. Donc, ils ont apprécié, puis évidemment,
ils reviennent régulièrement chez nous pour faire des achats. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé au développement de notre entreprise et de se faire connaître nos produits également, là. En tout cas, je le dis à tous les grands-parents, là, si vous voulez gâter vos petits-enfants, la mielerie offre toute une gamme de produits sont vraiment intéressants. En tout cas, moi, les miens, ils se font gâter sur un moyen temps, comme on dit. Une dernière question, Madame Huppé. Juste avant la pause, parce que ça a l'air de rien, mais on est presque déjà à la moitié de l'entrevue. Maintenant, parlons un peu des abeilles. Okay. Oui. Celles-ci comptent parmi les nombreuses espèces telles que les bourdons, les guêpes, voire des oiseaux comme les colibris, qui agissent à titre de pollinisateurs. Bon, évidemment, les colibris, là, c'est pas des insectes pollinisateurs, mais quand même, tu sais, ils contribuent au fait ils contribuent au cycle de reproduction des plantes. Bon. Or, ce rôle est fondamental, je disais, quant au cycle de reproduction d'un très grand nombre d'espèces végétales. Est-ce que vous accepteriez de nous décrire l'importance de cette mécanique de pollinisation par les abeilles et autres espèces du même genre quant au bon fonctionnement de notre environnement? Oui, alors les insectes pollinisateurs, puis même les colibris qui transportent un peu de pollen, c'est primordial pour nous. Pourquoi? Ben parce que les abeilles, peu importe les bourdons, tout ça, quand ils vont dans les fleurs, pourquoi ils vont dans les fleurs? C'est pour se nourrir. Parce que certaines fleurs produisent un liquide sucré qu'on appelle le nectar. Oui. Donc, les insectes vont dans cette fleur-là pour aller chercher le nectar pour se nourrir. Mais en même temps, dans la fleur, il y a aussi du pollen. Le pollen, c'est ce qu'on peut voir présentement avec le pissenlit, toute la petite poussière jaune qu'on retrouve partout sur nos tables à pique-nique, un peu partout. C'est des poussières de pollen. Ça donc, nous fait éternuer certains, mais ça a quand même d'autres fonctions. Très, très, très utile pour nous. Donc, ces insectes-là, quand ils vont dans la fleur, souvent leur corps est poilu. Si on prend les abeilles et les bourdons, leur corps est très, très poilu. Donc, quand ils vont dans la fleur, les poussières de pollen collent sur leur corps et en se promenant d'une fleur à l'autre, elles transportent le pollen, elles en laissent tomber dans la fleur et le pollen, c'est la partie mâle de la fleur. Donc, elles laissent tomber des pollens, des mâles, si vous voulez, une partie mâle, dans la fleur qui va tomber dans la fleur pour se rendre jusqu'à la partie femelle et ça féconde la fleur. Et c'est ça qui nous fait des fruits, qui nous fait des légumes et qui nous font différentes plantes. Évidemment, s'ils vont dans les fleurs de pommier, vous comprendrez très bien que le pollen qui tombe dans la fleur de pommier féconde des fleurs et c'est ça qui nous fait des pommes. Et ça, les pommes ont beaucoup, beaucoup besoin des abeilles pour se reproduire parce que c'est une pollinisation assez compliquée parce que ça prend 2 variétés de pommiers différents. Donc, les abeilles, les bourdons, c'est facile pour eux de transporter du pollen d'une variété à l'autre dans les fleurs de pommier. Et vous savez qu'ils peuvent produire jusqu'à 80% des pommes, là. Alors, je pense qu'avec ça, vous voyez comment ça peut être important. Les abeilles, les bourdons, tout ça, et bon, les colibris aussi peuvent en transporter. Donc ça, c'est pour les pommiers, mais c'est la même chose, les fraises, les framboises, les bleuets, et même une plante ordinaire, ça va faire une reproduction dans la plante, ça fait des graines, et c'est comme ça qu'il y a des nouvelles plantes qui vont pousser. Et ces plantes-là, c'est pour nourrir les animaux aussi, c'est pas juste pour nous faire des fruits pour les humains. Donc, vous voyez, là, si on n'a pas d'insectes pollinisateurs, on va manquer de nourriture. Donc, c'est primordial. Il faut absolument, absolument les protéger. On est, ça concerne la base, là. On s'entend, là, oui. Quand on en est rendu à à parler d'un sujet qui touche le cycle de reproduction des plantes qui, elles, produisent soit d'autres plantes, soit des fruits nécessaires à la consommation d'une multitude d'êtres vivants. On parle pas de tablettes de iPad, là, mettons, là, tu sais. Madame Huppé, c'est toute une introduction. On est déjà à la moitié de l'heure. On va aller pour une courte pause publicitaire d'à peu près 90 secondes. Chers auditeurs, auditrices, vous n'avez que le temps d'aller chercher un verre d'eau et on est de retour tout de suite après cette courte pause pour la deuxième moitié de cette passionnante entrevue qui porte sur la Journée mondiale des abeilles. Il est midi 29 minutes. Vivement l'Estrie, c'est un guide sur la route des cantons, une région à découvrir 4 saisons durant. Des entrevues, des suggestions, des commentaires pour suivre les sentiers de la nature, des arts de la culture et de l'histoire
dans nos cantons. Animé par une épicurienne les samedis de 15h à 16h. Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joint. Tiens, joint, prends les clés. Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hey, bière! Ah non, une fois que je prenne pas, je conduis plus. Il reste toi, Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Puis 2-3 puffs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de MAD Canada. Vous aimez l'actualité? Des nouvelles vraies, des animateurs authentiques, des entrevues d'artistes captivantes et de la bonne musique? Recherchez l'application de l'ARCQ, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, qui regroupe tout ça en un seul endroit. L'appli qui donne accès aux 37 stations de radio communautaires membres de l'ARC, ainsi qu'à leur fil de nouvelles couvrant tout le Québec. Dans un paysage médiatique en pleine mutation où la multiplication des sources d'information ne garantit pas toujours leur qualité, nos stations jouent un rôle crucial. Téléchargez l'appli ARCQ sur Apple et Google Play. Avec des rencontres qui s'annoncent fructueuses, l'émission Réseau Action LX reprend du service les mercredis de 15 à 16 heures en direct et en rediffusion les vendredis à midi, des conversations à bâton rompu avec des gens emballés et emballants. Défis, projets, activités, enjeux, des propos en toute simplicité qui mettent sur leur X et en action nos organismes et nos communautés. Une radio singulière, pas pire pantoute. CFLX 95.5 FM. CFLX, une radio communautaire pas pire pantoute, notamment parce qu'elle compte dans sa programmation une émission des plus passionnantes. Et évidemment, je parle de chansons et de réflexions. Je suis pas biaisé du tout, comme animateur et producteur. Là, je suis pas biaisé du tout sur l'appréciation de cette émission. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez profité de cette courte pause pour, faire le plein, reposer vos neurones. Pourquoi? Parce qu'on les fait travailler, là, comme les petites abeilles, en compagnie de Madame Carole Huppé, copropriétaire de l'entreprise La Mielerie Lune de Miel, qui est avec nous pour parler de la Journée mondiale des abeilles qui se déroule aujourd'hui même, le 20 mai. Madame Huppé, on a, juste avant la pause publicitaire, on a parlé de... là, c'est plus juste l'importance des abeilles là, dans le cycle de la vie, c'est comme le rôle vital d'un essentiel absolu dans le cycle de reproduction de très nombreuses plantes. Et là, dans le fond, on sait que... Là arrive le drame, on peut dire. On sait que plusieurs enjeux affectent négativement les populations de pollinisateurs tels que les abeilles à travers le monde, que ce soit les changements climatiques, l'utilisation massive de pesticides ou encore la perte d'habitat naturel. Selon vous, quel est l'effet ou quels sont les effets concrets de la diminution d'abeilles à travers le monde, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur notre économie et notre alimentation? Est-ce que nous serons bientôt obligés de faire de la pollinisation à la main comme il se voit dans certaines régions du globe? Bon, alors, oui, c'est bien sûr qu'avec tous ces changements climatiques, puis bon, les pesticides qu'on utilise partout, il y a une grosse diminution d'abeilles. Bon, vous savez, les abeilles domestiques, oui, on en perd beaucoup à chaque année. C'est quoi votre taux de perte, mettons, aujourd'hui versus auparavant? Bon, OK. Habituellement, quand on a débuté, il y a une quarantaine d'années, on n'avait pas beaucoup de pertes durant l'été, mais l'hiver, ça, c'est normal parce que vous savez que l'abeille domestique n'est pas native du Canada. Donc, l'hiver, c'est un peu long et difficile pour elle. Donc, l'hiver, on pouvait perdre peut-être 10% de nos ruches, ce qui était tout à fait normal. Maintenant, je vais vous dire, quand on est chanceux, on en perd 25%. Et il y a certaines années, au Québec, au Canada, on en a déjà perdu jusqu'à 50%. Il y a plusieurs facteurs à tout ça. C'est sûr que nos abeilles, ils sont plus affectés, vu qu'il y a moins de plantes disponibles pour se nourrir, c'est-à-dire que moins de diversité,
moins de pollen, donc ils peuvent avoir moins toutes les vitamines, toutes les propriétés qu'ils ont besoin pour être en forme, être en santé. Donc déjà là, ça les affecte. Mais après ça, il y a aussi des virus, il y a des maladies, donc ils sont moins résistants, donc ils peuvent en mourir. Et depuis peut-être plus d'une quinzaine d'années, on a malheureusement un petit parasite qui a été introduit puis qui est répandu à grandeur de la planète. C'est ce qu'on appelle un varroa. Ça, c'est un petit puceron qui s'attaque aux abeilles. Et ça, c'est très, mais très, 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 très dommageable pour les abeilles parce que ça se colle au corps de l'abeille puis ça peut aller manger le corps gras de l'abeille. Ça les fait mourir. Donc, l'hiver, évidemment, on a beaucoup de pertes à cause de ça, là. Donc, c'est sûr qu'avec toutes ces problématiques-là, la diminution des abeilles, diminution des plantes là, pour qu'elles puissent avoir une bonne diversité là, pour pouvoir se nourrir, ben ça l'affecte les abeilles. Il y a moins d'abeilles. Ça coûte beaucoup plus cher à produire le miel, mais ça va coûter beaucoup plus cher aussi pour la pollinisation des grandes surfaces. S'il y a moins de ruches d'abeilles, ben là, vous comprendrez s'il y en a moins, hein, les prix montent. Donc, pour polliniser des grandes surfaces, hein, les gens qui ont des grands vergers ou des grands champs de bleuets au lac Saint-Jean, ça prend des ruches d'abeilles parce qu'il y a tellement de fleurs à polliniser. Et s'il y en a moins sur le marché, ben ça va coûter plus cher. Donc, ça va coûter plus cher pour nos fruits et nos légumes également. Puis, il y en a moins. Donc, évidemment, tout ça, ça augmente le prix. Alors, c'est problématique et c'est ça qui fait que le coût des aliments augmente. C'est à partir des abeilles qui, comme on dit, qui sont moins productives parce qu'il y en a moins puis qui sont plus malades, là. Autrement dit, Madame Huppé, la diminution la fragilisation des populations d'insectes pollinisateurs comme les abeilles, ben ça fragilise les entreprises qui en vivent, comme la vôtre. Ça fragilise les entreprises qui font appel à des entreprises comme la vôtre qui offrent un service unique, hein, le fait de louer des ruches d'abeilles permettant la pollinisation de grandes cultures, de grands champs, avec, pour conséquence inévitable, là, ça me fait penser un peu au pétrole, tu sais. Le prix du pétrole augmente, mais là, c'est pas juste le pétrole qu'on met dans notre auto, là, c'est l'ensemble de la chaîne qui est affectée, qui voit ses coûts augmenter à chacune des étapes de la production, transformation, jusqu'à la livraison des produits sur les tables d'épicerie. Ben, un peu comme dans le cas du pétrole, finalement, ça peut avoir un impact jusque sur le consommateur et la consommatrice qui fera peut-être face à une moins grande diversité de fruits produits parce qu'il pourrait y avoir moins de sortes de fruits qui soient produits, mais aussi par une augmentation des coûts, là. Fait que c'est vraiment économique, alimentaire et autres là, que sont les conséquences liées à la fragilisation des populations d'insectes pollinisateurs. Oui, absolument. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens. Et justement, le réchauffement, ça l'affecte tout ça. Parce que je peux vous dire, évidemment, nous, depuis 40 ans et aujourd'hui, les abeilles produisent moins de miel encore. Pourquoi? Parce que les plantes sèchent beaucoup plus rapidement. Tu sais, vous savez, à l'automne, on avait beaucoup de plantes à l'état sauvage, les fleurs sauvages, là, qui produisaient beaucoup, beaucoup de miel. Mais là, avec les changements climatiques et des grosses journées chaudes, ces plantes-là, ça sèche très rapidement. Donc, si la plante est sec, elle ne produit pas de nectar. Les abeilles ne peuvent pas faire de miel avec ça. Moi, je peux vous dire, en 40 ans, là, on a vu une diminution d'à peu près 50% de la production de miel pour des ruches normales. Là. Pour chaque ruche, là, chaque ruche produit 50% de moins de production de miel. Environ, oui, à cause des réchauffements, là, des changements de température. Donc, ça l'affecte beaucoup, beaucoup la production. Donc, vous voyez tout ça... veut pas, là, le prix pour la consommation, ça va augmenter, il y en a moins. Donc, c'est tout ça, là. Ça a vraiment un gros effet sur notre chaîne alimentaire. Et c'est pas toutes les entreprises qui passeraient à travers une diminution de leur, entre guillemets, efficacité de 50%. Là, je pense par exemple à une ferme laitière où le C-Vache tout d'un coup produit 50% moins de lait. Je pense à toutes sortes d'entreprises comme ça là, qui du jour au lendemain voient leur efficacité diminuer de la moitié. Là, je peux vous dire que il faut être imaginatif, créatif et résilient que de résister à de telles difficultés. Madame Huppé, on va aller en chanson avec une chanson de Fabienne Thibault.
intitulé « Le goût du miel ». On va y aller après avoir parlé des problématiques. Si vous le voulez bien, on va parler des solutions qui sont à notre portée. À tout de suite. Il y a des nuages autour de ton visage. Il y a ton cafard aux portes du hasard. Regarde la maison au bout de l'horizon. Il y a la chaleur et les couleurs qui manquent à ton bonheur. Il y a ton passé, mais tu peux l'oublier. Il y a tous ces jours sans amour. Regarde la maison et cherche bien au fond. Tu trouveras mon cœur et la douceur qui manque à ton bonheur. As-tu le goût de vivre une vie de velours qui fait que l'on s'enivre à voir venir le jour? As-tu le goût d'entendre mille paroles tendres? As-tu le goût du goût de miel aux couleurs de l'arc-en-ciel? Si tu voulais courir le risque de venir, tu n'aurais jamais de regrets, moi je te le promets. Ton cœur est en prison et ça n'a rien de bon. Il y a le temps qui passe et qui efface la trace des chagrins. As-tu le goût de vivre une vie de velours qui fait que l'on s'enivre dans les bras de l'amour? As-tu le goût de prendre ma bouche qui demande? As-tu le goût du goût de miel au cœur de mon arc-en-ciel? As-tu le goût du goût de miel au cœur de mon arc-en-ciel? Mon arc-en-ciel, 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 mon arc-en-ciel. Bon, manifestement, lorsqu'on parle de miel et d'abeilles, on fait souvent référence à l'amour. Moi, je trouve ça sympathique. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même... on le découvre ensemble, là, à quel point le miel a sa propre une autre signification que celui de l'alimentation. Madame Huppé, copropriétaire de la miellerie Lune de Miel, avec qui j'ai le bonheur de m'entretenir pour souligner la Journée mondiale des abeilles qui a lieu aujourd'hui même, le mercredi 20 mai 2026. On a parlé, Madame Huppé, là, des problématiques là, liées à la diminution des populations d'insectes pollinisateurs, dont évidemment les abeilles pour toutes sortes de raisons, pesticides, changements climatiques et autres. Est-ce que chez vous, à la miellerie Lune de Miel, voire au Québec comme dans le monde, c'est quoi les initiatives qui sont mises de l'avant afin de contrer le déclin des populations d'abeilles et d'insectes pollinisateurs? Est-ce qu'il existe des solutions? Si oui, lesquelles? Puis quels sont les résultats concrets que l'on constate? Et puis peut-être enfin, qu'est-ce que monsieur, peut-être en complémentaire, qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde peut faire pour contrer le déclin des abeilles? Bon, alors, première des choses, nous, évidemment, en faisant connaître aux gens le problème des abeilles et des insectes pollinisateurs, on a sensibilisé plusieurs personnes pour justement aider à les préserver. Donc, oui, il y a eu des choses de fait, donc ça s'améliore. Donc, première des choses, vous avez sûrement entendu parler des fameux pissenlits. Oui. Beaucoup de gens disent, donc, gardez vos pissenlits, coupez-les pas tout de suite. Déjà là, voyez-vous, ça a parti, ça fait quelques années. Et ça, justement, c'est pour aider les abeilles, mais pas juste les abeilles, tous les bourdons, tous les insectes pollinisateurs. Parce que, évidemment, le pissenlit, ça les aide à partir au printemps. C'est parmi les premières fleurs qui produisent
le nectar et le pollen qu'elles ont besoin. Donc, c'est sûr que s'il y en a beaucoup, ça améliore leur état de santé, ça améliore leur survie. Donc, déjà là, voyez-vous, il y a un bout de chemin de fait, mais il faut continuer, hein. Il faut continuer à faire comprendre aux gens de l'importance de garder les pissenlits. Et après ça, c'est de les inciter aussi à planter des fleurs mellifères chez eux, des fleurs qui produisent du nectar. Et ça, vous pouvez vous informer dans les pépinières. Habituellement, ils peuvent vous guider là-dedans. C'est des fleurs qui vont attirer les papillons. Donc, si vous plantez des fleurs mellifères, encore là, ça va aider tous ces insectes-là à pouvoir survivre. Donc, c'est une bonne chose. Et ensuite, on voit également qu'il y a certaines villes, certains villages qui vont interdire aux gens d'utiliser des pesticides sur leurs terrasses. Oui. Tu sais, il y a beaucoup moins d'utilisation déjà. Fait que ça aussi, ça l'aide beaucoup. Parce que si vous ne mettez pas de pesticides, justement, tu sais, les pissenlits, si vous voulez pas les couper, tu sais, on vous demande de pas trop les couper. Si vous en coupez un petit peu, c'est pas pire. Mais ce qui serait le pire, ce serait de mettre un pesticide pour tuer vos pissenlits. Là, vous tueriez les insectes directement. Donc, ça, c'est complètement évité. Si vous voulez les aider, surtout, mettez pas des pesticides pour tuer vos pissenlits ou avoir une belle terrasse verte. Vous savez qu'il y a des bourdons parfois qui peuvent faire leur nid dans un trou dans le sol. Si vous mettez des pesticides, vous allez tout tuer ça, là. Donc, on met pas de pesticides, on garde nos pissenlits, là, tu sais, autant qu'on peut, là. À un moment donné, c'est sûr, il faut en couper une partie, mais il y en a toujours d'autres à côté qui vont pousser. Donc, puis on plante des fleurs mellifères. Et ça, je pense que, comme vous dites, il y a des villes déjà qui interdisent tout ça, là. Donc, tout ça, là, c'est des bonnes actions pour aider nos insectes pollinisateurs. Donc, il y a le citoyen, la citoyenne peut se prendre en main elle-même, en épargnant ses pissenlits puis en plantant le plus grand nombre de fleurs mellifères, comme vous le dites. Les municipalités aussi, les pouvoirs publics peuvent adopter de la réglementation limitant, voire interdisant l'utilisation de pesticides, puis encourager les gens à ne pas passer la tondeuse avant le 1er juin. Maintenant, Stoke est une municipalité très agricole. Évidemment, le territoire agricole québécois, c'est, en guillemets, juste 2% de notre territoire, mais 2% d'un immense territoire, c'est quand même pas banal. Depuis quelques années, on sent une évolution des règles encadrant les exploitations agricoles et notamment l'utilisation de fertilisants et autres pesticides par rapport aux années 80-90. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin quant à l'utilisation de produits moins dommageables pour l'environnement, tout en maintenant un rendement intéressant pour les récoltes. Est-ce que vous, Madame Huppé, vous l'avez vu, cette différence-là, dans l'évolution des pratiques entourant l'industrie agricole, finalement, les grands producteurs et productrices agricoles? Bon, oui, il y a de l'amélioration, mais je pourrais vous dire qu'il en reste encore un bout de chemin à faire, mais il y en a de plus en plus de producteurs agricoles qui prennent l'importance, qui comprennent l'importance là, de garder peut-être une petite partie de leur terrain comme on dit, à l'état libre pour qu'ils poussent des fleurs à l'état sauvage, que ça l'aide pour la production là, agricole. Et parfois, là, en gardant des fleurs sauvages, ça fait de la biodiversité et ça empêche certains... des fois, il y a des petits parasites qui vont attaquer les grandes cultures. Et si on garde des fleurs à l'état sauvage, ces insectes-là peuvent aller dans les plantes des plantes sauvages au lieu de s'attaquer en grande quantité dans des productions agricoles. Fait que là, je pense qu'on commence à comprendre que c'est important de laisser des terrains comme on dit, non défrichés avec des fleurs naturelles, des fleurs sauvages qui vont attirer ces insectes-là plutôt que de se lancer dans leur production agricole. Fait que là, on voit que de plus en plus d'agriculteurs qui vont utiliser ces méthodes-là. Fait que ça l'aide aux insectes pollinisateurs. Mais il y a encore un bout de chemin à faire. Il faudrait enlever les fameux grains là qui plantent avec déjà du pesticide entouré. Là. Oui. Ouais, ça, il faudrait encore en enlever parce que c'est dommageable, ces grains-là. Alors, je comprends, Madame Huppé, que ces grains-là, puisqu'ils ont un pesticide déjà, injecté dans la graine, la plante va garder
tout le long de sa vie, cet insecticide-là qui peut finalement, dont seront victimes les insectes pollinisateurs qui vont sur cette plante. Oui, et puis c'est sûr que ces plants-là, s'ils sont enrobés de pesticides, puis quand il pleut, vous devinez, ça fait de l'eau avec des pesticides à l'intérieur. Et bien, ces insectes-là, ils boivent de l'eau aussi, là. Donc, s'ils vont boire de l'eau, supposons dans un champ de maïs qui a des pesticides, ben ils vont s'empoisonner, et puis bon, soit qu'ils meurent sur le champ, ou soit qu'ils sont affaiblis. Donc, c'est sûr que c'est certain que ça, c'est pas l'idéal, mais tu sais, il faudrait essayer de comme on dit, d'avoir des semences non enrobées de pesticides, ça serait encore mieux, mais pour la production, s'il y a un problème, là, à ce moment-là, les gens peuvent arroser et puis tuer comme on dit, les insectes nuisibles, mais seulement que s'il y en a, il faut pas, comme on dit, semer le grain sans être certain qu'il va avoir besoin de pesticides, là. L'utiliser seulement dans des cas très spécifiques et s'il n'y a pas d'autre solution, là. Et non pas de manière préventive et automatique. Donc, on comprend, Madame Huppé, que l'évolution des pratiques agricoles vers une industrie un peu plus verte, respectueuse de l'environnement par la diminution de l'utilisation de produits chimiques tels que les pesticides ou les engrais très chimiques, on comprend que c'est un effet positif. Vous, le métier d'apiculteur en tant que tel, je suis curieux. Évidemment, la technologie étant ce qu'elle est, on assiste toujours à des progrès année après année dans toutes les sphères de notre vie, de notre économie. Donc, oui. Probablement aussi au niveau de l'apiculture. Je suis curieux, Madame Huppé, depuis que vous avez commencé, est-ce que le métier d'apiculteur et d'apicultrice a changé de manière fondamentale? En quoi l'évolution technologique permet? Est-ce que ça permet de faciliter votre travail? Ou est-ce que le métier d'apiculteur, d'apicultrice est nécessairement un métier, qui évolue très peu et qui notamment repose énormément sur le savoir-faire des individus, là, des humains en tant que tels, là, qui pourraient pas être remplacés par la mécanisation ou voire même l'intelligence artificielle? Ben, en tout cas, pour l'instant, le métier d'apiculteur a pas beaucoup évolué. C'est la même chose. Il faut penser on peut pas trop modifier tout ça parce que faut pas essayer de changer la façon de faire des abeilles. On peut pas on peut pas leur dire où aller puis comment faire. Puis il y a une façon de vivre puis il faut respecter ça, sinon elles produiront pas là. Donc le métier n'a pas vraiment changé. La seule chose que je vois qui est différente, c'est que les producteurs sont plus gros, c'est-à-dire on utilise plus des camions plus gros avec un petit chariot élévateur pour transporter plusieurs ruches à la fois. Donc, on utilise de la plus grosse machinerie pour avoir plus de ruches, parce qu'évidemment, s'ils produisent moins, on a plus de ruches pour avoir une production qui soit, comme on dit, stable, agréable, vivable. Là. Alors, c'est la seule chose qui a changé, parce que, comme je vous dis, on peut pas modifier la façon de faire des abeilles, puis l'extraction du miel, c'est encore avec des gros extracteurs, là, comme il y a plus de 40 ans. Donc ça n'a pas vraiment évolué. Non, je pense que l'IA peut pas venir nous aider beaucoup là-dedans. Ben, on l'espère, parce qu'à un moment donné, on aimerait bien qu'elle reprenne une place un peu plus modeste, cette chère IA. Madame Huppé, évidemment, lorsqu'on parle d'un sujet intéressant en compagnie d'une passionnée, le temps passe toujours très vite. On en est à la fin de l'émission. Je suis curieux. Depuis 40 ans, bien que votre métier est resté sensiblement le même. Votre entreprise, elle, s'est complètement transformée. Elle est passée d'une entreprise de production agricole à une entreprise, oui, toujours productrice en matière d'agriculture, mais aussi une entreprise d'éducation populaire, d'agrotourisme, de sensibilisation, voire même, il y a un volet scientifique à l'exposition aux informations dont vous faites bénéficier le public.
C'est quoi vos projets d'avenir? Est-ce que vous avez déjà encore des projets de développement, des nouvelles activités? Qu'est-ce qui, lorsque vous regardez les années futures, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous voulez développer, déployer au cours des prochaines années afin de soit pérenniser votre entreprise, soit de la développer encore, comme vous l'avez si bien fait depuis 40 ans? Oui. Bon, alors, c'est sûr que ce qu'on prévoit faire, c'est de toujours être à l'écoute, être à l'affût de tout ce qui se passe dans le domaine apicole, les insectes, les abeilles, et puis de continuer de développer notre produit dans ce sens-là, parce que je pense que notre but premier, c'est vraiment d'être éducatif pour informer les gens, justement, pour aider la nature, pour nous aider nous-mêmes, en prenant soin des pollinisateurs, on s'aide nous-mêmes, là. Donc, c'est de développer, d'être à l'écoute de tout ce qui se fait de nouveau, tout ce qu'on peut faire pour améliorer le tout. Donc, c'est ce qu'on veut continuer à faire et c'est ce qu'on veut faire connaître à plus de gens possible là, pour essayer de nous aider, en fait, d'aider les insectes, les abeilles et de nous aider nous-mêmes. Et la grande ruche dont vous avez parlé, là, la ruche géante et immersive, elle contribue à ce développement-là, à sensibiliser le public et donc à, comment dire, à améliorer les conditions générales dans lesquelles votre entreprise évolue. Oui, absolument. Il faut, tu sais, on veut éduquer les gens, mais on veut que ce soit agréable. Donc, on a fait une visite là qu'on a adaptée pour tous. Là, tu sais, on offre en fait 2 types de visites. On fait une visite spéciale pour les familles avec des jeunes enfants parce qu'on trouve que c'est important pour eux de leur expliquer les abeilles, comment ça fonctionne, tout ça, dès leur jeune âge. Donc, l'avant-midi, tout l'été, vous savez, tout l'été, on offre des visites guidées, là. Et en avant-midi, on a une visite spéciale pour les jeunes familles avec des enfants. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait faire un petit dessin animé sur la vie de l'abeille qu'on appelle l'univers d'Abby. Donc, on a une petite abeille femelle qu'on voit naître et qu'on suit toute sa vie. Pendant 15 minutes, on la voit, là, comment elle produit son miel, comment fabriquer sa mère, la reine, comment on extrait le miel. Donc, les petits-enfants comprennent très bien comment que ça fonctionne, les abeilles, comment ils font le miel. Et ensuite, ils vont visiter notre ruche géante. La ruche géante, c'est que on a reproduit l'intérieur d'une ruche grandeur humaine. Donc, on a tout grossi ça, là, des grosses abeilles, des grosses alvéoles, et on circule là dans ce musée-là comme si on circulerait dans une ruche normale, mais évidemment avec des maquettes abeilles. Donc, c'est pas du tout dangereux de se faire piquer. Donc, c'est pour comprendre l'abeille et puis d'une façon agréable. Là. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Et les après-midi, on offre des visites pour les plus grands, c'est-à-dire avec plus d'explications, avec une vraie vidéo, avec des vraies abeilles. Puis, on peut toujours voir les abeilles dans une ruche vitrée. On a une ruche vitrée à l'intérieur, on peut les voir travailler de proche. Et c'est absolument sécuritaire. Donc, tout ça avec dégustation de miel et tout. Là. Donc, je pense que c'est pour que les gens comprennent, mais que ce soit agréable aussi pour eux. Alors, avis aux parents avertis qui veulent faire découvrir le merveilleux monde des abeilles à leurs enfants ou encore à leurs parents. Vous, un homme ou une femme averti en vaut deux, vous savez désormais que nous avons une magnifique entreprise capable non seulement de vous gâter avec des produits issus du miel qui sont évidemment des plus délicieux, mais surtout de vous sensibiliser, de vous éduquer quant à à la réalité des abeilles, comment le miel, ça fonctionne, comment c'est produit, machin. Madame Huppé, ça a été un véritable bonheur de vous recevoir à cette émission pour discuter de la Journée mondiale des abeilles. J'espère que vous avez apprécié votre expérience. Oui, absolument. Je vous remercie d'ailleurs. On est là pour ça. Je vous remercie à vous de nous offrir un contenu aussi détaillé, aussi expert. C'est vraiment très apprécié. Et j'espère, et je suis convaincu que les auditeurs ou les auditrices en auront appris encore plus au cours de cette émission. Puis, évidemment, je vous invite à nous écouter, à aller nous réécouter cette émission comme les autres, ou encore d'être à l'écoute de l'émission
l'émission C'est Félix dans 2 semaines où nous discuterons de la journée J'achète un produit québécois, qui est un peu une reproduction, qui se veut tenter de reproduire le succès connu par la journée québécoise J'achète mon livre québécois. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée à tous et toutes et au plaisir de vous retrouver en grande forme.